Être un leader, c'est être capable de guider, d'inspirer, d'influencer. Être un leader, c'est être plein de motivation, de créativité, d'ambition. Être un leader, c'est avoir une vision, une carrière. Bref, c'est être un modèle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouveau programme Leadership. Cette émission-là qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à une carrière atypique. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une jeune femme pleine de poigne et d'ambition. Passionnée par l'informatique, du haut de sa douceur, elle a su s'imposer et se faire respecter dans un monde fortement masculinisé. Forte de ses expériences en entreprise, elle est aujourd'hui propriétaire de nombreuses structures au service de l'emploi et de la formation des jeunes, dans ce qui est qualifié comme son domaine de prédilection. Elle s'appelle Nubanka Manuela Daniel. Bonjour. Madame Nubanka. Bonjour Flore et merci pour le privilège que vous me faites de participer à cette brillantissime émission appelée Leadership. Voilà. C'est un plaisir. Merci. J'aurais bien dit que le plaisir est partagé parce que déjà nous sommes heureux que vous ayez pris quelques instants de votre temps pour pouvoir nous accorder cette interview. Alors, si on aborde en quelques lignes votre parcours académique, voilà, professionnel tout entier, après l'obtention de votre bac baccalauréat C en 2004, autant pour moi, vous allez poursuivre vos études supérieures en Tunisie, d'où vous revenez ingénieur en informatique, option réseau et télécom après 5 années. Exactement. Vous entamez directement une carrière professionnelle. En 2009, à la Tunisie Télécom, en tant qu'utilisateur technique, où vous faites 1 an. Ensuite, de retour au Cameroun en 2010, vous travaillez à la Soplascam en tant que chef service informatique. C'est ça. Jusqu'en 2014. Exactement. De 2014 en 2015, vous êtes recrutée comme enseignante d'informatique à l'Institut universitaire de la Côte. En 2015, vous passez assistante chef de département informatique. En 2016, vous êtes assistante chef de département master réseau et télécom. En 2017, vous passez chef de département master réseau et télécom. En 2018, vous êtes coordonnatrice du campus d'Aqua. En 2019, vous êtes nommée directrice de l'école 3IAC du Canada, délocalisée à l'Institut universitaire de la Côte, poste que vous occupez jusqu'aujourd'hui. Voilà très brillamment retranscrit un peu de mots mon parcours académique. Ça ne s'achève pas là. D'accord. Continue parce que vous êtes aujourd'hui propriétaire de 2 entreprises, propriétaire et PDG voilà, de 2 entreprises, notamment Daniel Enterprise, qui est une boutique d'achat et vente de matériel informatique et autres consommables. Structure que vous créez en 2017, et Daniel Cyber Security Academy, qui est un centre de formation dans le domaine de la cybersécurité et cybercriminalité que vous avez créé en 2019. Tout à fait, voilà. On ne saurait se fier à votre apparence, voilà. Avec je reste modeste. Je reste modeste parce que c'est un parcours, comme je disais tout à l'heure, c'est très bien retranscrit. C'est vrai que tout n'est pas mentionné, pas écrit, mais de manière globale, oui, c'est ça le parcours, c'est le baccalauréat, ensuite la Tunisie, ensuite le Cameroun. La Tunisie qui a été d'ailleurs une très belle aventure, parce que tout ce qui a découlé par la suite en termes de leadership est parti de mes nombreuses expériences du côté de l'Afrique du Nord. D'accord. Donc voilà, après je reviens au Cameroun et je suis à l'Institut universitaire de la Côte aujourd'hui, voilà. Ok, mais Daniel, dites-nous, voilà, une femme en informatique en 2004, un monde, en fait, un domaine où on n'aperçoit que des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé ce choix de carrière? Bon, il faut dire qu'à l'époque, lorsque je quittais le Cameroun, j'étais déjà très passionnée par tout ce qui était appareil, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, télévision. J'étais tellement passionnée que je cherchais toujours le moyen de pouvoir télécommander les écrans de la maison. D'accord. J'étais très passionnée, donc
Pour moi, c'était une suite logique d'aller vers l'informatique parce que voilà, c'était ce que je voulais faire. C'était plus une passion qu'autre chose. Au départ, la famille, c'était plus médecine. Voilà, le baccalauréat, ça ouvre plusieurs opportunités. D'accord. Et c'est chacun qui fait des propositions. Mais moi, j'avais une conviction, je voulais être ingénieur. Alors, donc, c'est le rêve de petit enfant que vous avez concrétisé plus tard. J'aurais bien voulu vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré dans ce choix de carrière, si ce n'est juste, ok, vous avez touché des appareils et puis tout soudainement, comme ça, vous avez décidé d'en faire un profil de carrière? Bon, au début, c'était, il faut dire que dans les années 2004-2005, la tendance était l'informatique. D'accord. C'était tout nouveau avec les cybercafés qui venaient de naître. Oui. Ça prenait de l'ampleur. Et puis, c'était vraiment un domaine ouvert. Il n'est vraiment pas encore exploité tout désert. C'était vraiment la tendance à l'époque. D'accord. Voilà, tu as un ordinateur. C'était encore les desktops. C'était beaucoup plus aussi de la curiosité. D'accord. Parce que j'étais enseignée, il n'y avait pas beaucoup de femmes aussi qui étaient ingénieurs en informatique. La plupart faisaient des bacs plus 3, ingénieurs de travaux et s'arrêtaient là. Okay. Alors je me suis dit non, je vais être ingénieur en informatique. Je vais essayer de... Voilà. Tout de suite le gros profil, tout de suite les grandes études. Exactement. Voilà. C'était une ambition dès le début et voilà. Et donc, voilà, hormis quelques réticences, je vais dire notamment, vous avez eu des conseils de tel ou tel profil de carrière. Est-ce qu'une fois, après avoir décidé de faire informatique, vos proches vous ont soutenu dans cette initiative? Il faut dire que mes proches à la base n'étaient pas très réticents, mais la difficulté c'était moi-même parce que arriver dans un pays comme la Tunisie, j'étais très jeune à l'époque, hein, il faut le dire. J'avais à peine 18 ans lorsque je partais. J'arrivais dans un pays inconnu. Et puis, dans une salle de classe d'informatique, il y avait pratiquement deux filles, on va dire. D'accord. Alors, il y avait plein d'hommes. J'étais un peu influencée. Ce qui fait qu'après les 2 premières années de classe préparatoire, j'ai voulu changer de filière. Ah. Oui. Mais malheureusement ou heureusement, j'étais dans l'une des meilleures écoles de la Tunisie qui s'appelle l'Esprit, sans publicité bien sûr. Et le directeur à l'époque, des études à l'époque m'a dit non, écoute, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Ce sera un challenge. Tu veux que tous ces garçons se moquent de toi, t'abandonnent. D'accord. Ouais, c'est très difficile les classes préparatoires. D'ailleurs, même aujourd'hui à 3 IAC, lorsqu'on va dans les classes d'informatique, c'est quand même à 80% des hommes. Des hommes. Ça n'a pas changé depuis le temps. Donc, ça reste une filière quand même orientée vers le genre masculin. D'accord. Et donc, c'est vous qui prenez l'initiative ou bien qui suggérez aux parents, je veux aller fréquenter en Tunisie ou bien... Bon, il faut dire qu'à la base, je devais aller au Canada. Voilà, donc j'ai postulé. Et puis, malheureusement, la procédure de visa n'a pas abouti. D'accord. Et j'ai fait 1 an ici à l'université de Guayaquil à Yaoundé. D'accord. Dans la filière biochimie. Et puis, j'étais vraiment pas dans mon élément. Je voulais pas, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Okay. Et après, il y a eu une possibilité en Tunisie, un cousin qui a dit, mais maman, il y a cette possibilité à telle école. Et puis, je suis partie 2 semaines après. C'était pas compliqué le visa pour la Tunisie à l'époque. Hein. Ah bon? En 2 semaines, oui, ça s'est fait très rapidement, le temps de faire un passeport, puis j'étais partie. Et vous étiez d'accord de partir? Ah oui. À l'époque, c'était le rêve de tout jeune. De partir. Bon, c'est vrai que c'était parti vers l'inconnu aussi. Les Arabes, ils n'ont pas bonne presse, faut le dire. Parce que avec le racisme et tout ça, c'était pas du tout évident. Déjà, la famille s'inquiétait aussi. D'accord. Mais après, quand je suis arrivée à l'époque, c'était le président Ben Ali. Il y avait quand même la paix là-bas. D'accord. Du temps de mes 5 années, 6 années d'études là-bas. Parce qu'une année de plus, je suis restée pour travailler. Hein. Okay. Donc, du temps que je suis restée là-bas, il y avait quand même la paix. Et après, heureusement, oui. On commençait le printemps arabe. D'accord, oui, en effet. De pas pouvoir, mais ça a été une très belle expérience à Tunisie. Là. Ok. Oui. Et donc, quand vous arrivez, je suis dans un nouveau pays, voilà, par quoi je commence. Est-ce que vous aviez déjà une idée toute faite, toute apprêtée? Parce que même les canaux de recherche à l'époque des autres pays, c'était pas évident. Donc, non, absolument pas. J'avais pas de canaux, mais disons quand je suis arrivée, la communauté camerounaise était très bien organisée à l'époque. Hein. Il y avait des mentors, le mentorat était très bien structuré. Et puis tout de suite, il y avait des jeunes Camerounais qui accueillaient les nouveaux, qui leur montraient comment trouver un appartement, un studio, bref, une chambre. Et il y avait quand même une certaine solidarité à l'époque. Parce que justement, il y avait beaucoup de réticences.
Les Arabes, pour eux, l'Afrique, c'était, voilà, vous êtes des singes, vous vivez dans les arbres et tout. Ok. Il a fallu que quelques années plus tard, avec l'arrivée de la Banque africaine de développement, Mhm. qui voient des Africains avec de grosses voitures, Voilà. des vestes, ils disent, mais En attends, effet. quand je dis Africains, des Africains de couleur noire. De couleur noire, en eux effet. aussi sont africains. Et puis, ça a changé quand même des mentalités. Donc, au début, quand j'arrive, c'était quand même encore, ah, ils sont noirs, ils disaient Carla, pour dire t'es tout noir et tout. C'était un peu difficile. Hein. Mais une fois quand on arrivait en classe, on se démarquait, les Camerounais Surtout. Oui, parce qu'il y a les Camerounais, les Ivoiriens, un peu partout dans la région africaine centrale, les Gabonais, qui bénéficiaient des bourses d'études. Ok. Et la forte communauté noire, c'était plus les Gabonais. D'accord. Et puis donc, quand on arrivait à l'université, on s'est démarqué, on se faisait respecter par nos résultats scolaires parce que, sans se vanter, les Camerounais ils aiment l'école. Et ça se remarque même à l'étranger parce que dans les universités là-bas, les majors, c'était davantage des Camerounais. Des Camerounais. J'ai d'ailleurs pu bénéficier d'une bourse en 4e année. D'accord. Ma scolarité a été complètement financée par mon université. Waouh, super. Ouais, heureusement. Vous aviez un intellect assez développé, on peut le dire ainsi. Disons qu'à l'époque, si on peut le dire, hein, je ne sais pas si c'est permis sur vos antennes, mais je suis quand même étant vierge. Hein, je n'avais pas d'autres distractions que l'école. C'est-à-dire, j'allais à l'école, je ne connaissais pas encore le monde des hommes, les sorties et tout ça. Non. Vous êtes focalisé uniquement sur les études. Exactement. Et donc, à vous entendre parler, voilà, c'est comme si pratiquement tout s'est fait sur des roulettes. Vous avez pas, il y a quand même quelques difficultés que vous avez rencontrées durant votre session. On parle de 6 années, pratiquement. Disons que ma principale difficulté, comme j'ai fait mention tout à l'heure, c'était les 2 premières années. Les classes préparatoires étaient très difficiles. Parce que comme j'ai dit, c'était les physiques, les mathématiques, et les sciences dures, là, la thermodynamique, c'est vraiment compliqué. Franchement, c'est vrai qu'il y avait à la base un bac C, mais arrivé, les 2 premières années étaient vraiment, j'avais pas de répit, c'était compliqué. Au point où j'ai dû faire mettre un tableau dans ma chambre, c'était compliqué. Vraiment, je pense que j'ai commencé à respirer à partir de la 3e année. D'accord. Les 2 premières années, c'était vraiment intense. D'accord. C'est vrai, c'est ça quand je vois les jeunes aujourd'hui en test prépa à 3 EAC, je peux comprendre. D'accord. Étant passé par là, je comprends. Ok. Et donc, malgré les difficultés, vous ressortez 5 années plus tard ingénieur, pas une année de raté. Je crois que même les parents ont dû se dire, ok, c'est bien, on a gagné notre pari. Bon, il faut dire que ça n'a pas été un parcours 1 + 1 = 2, ça n'a pas été totalement droit, puisqu'à la 4e année, j'ai mon époux, mon petit ami à l'époque, qui est devenu mon époux aujourd'hui, qui décide de me prendre en mariage. D'accord. Donc, après la 4e année, nous revenons au Cameroun. Et là, je deviens Madame Mbanka. D'accord. Voilà. Et au moment où lui il repart sur Paris, moi je repars on se sépare à Casa. C'était vraiment un mariage. Wow. Atypique aussi. Il était sur Paris. Donc lui, quand il revient, on se sépare à Casa, à l'aéroport du Maroc. Et quand je repars à la 5e année, c'est le même format qu'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire il y avait un semestre de cours et un semestre de stage. Oui. Alors quand je repars pour ma dernière année, je suis enceinte de mon premier fils. Oh, wow. Parce que ça m'a marqué quand même parce que au début j'étais contente parce que bon voilà, pour la famille c'est bien. C'est bien, oui, voilà. C'est une très bonne chose, mais moi attends, je me dis dans 6 mois il faut aller à l'école. Au début c'était pas compliqué, c'est vrai qu'il y avait les nausées, les vomissements et tout, mais ça a commencé à devenir compliqué parce que lorsque le ventre a commencé à se faire voir. C'était compliqué dans le sens où il fallait prendre le métro. Ouais. Et là, tu as des jeunes Tunisiens qui comprennent pas. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas tout ce point, j'étais toute effilée, oui. Voilà. Et donc, ils disent, mais cette jeune fille, elle a raté sa vie. Et je peux pas à chaque fois faire ça, je suis mariée. C'était une société qui te caricature parce que la société arabe, on se marie, on est marié avant de faire un enfant. Voilà, c'est assez... oui, classé. Voilà. Donc quand ils voyaient une jeune fille avec le ventre, c'était... à un moment, j'étais obligée de prendre le taxi. Et là, le taxi est compteur, ça veut dire que lorsque tu en as un taxi, on n'a plus le compteur et par rapport à la distance, tu paies le montant. D'accord. Je n'avais plus de choix parce que c'était... Il fallait éviter les regards inquisiteurs et tout. Voilà. Donc quand je termine l'année, après les 6 mois, quand je viens donner mon fils au monde... à la clinique Mon Plaisir à Tunis, c'était
J'avais 2 diplômes cette année. D'accord, votre diplôme d'ingénieur voilà. Et c'était une revanche, hein, parce que mon diplôme d'ingénieur, c'était un rêve. D'accord. Oui, je rêvais vraiment parce que dans ma famille, on a eu des docteurs, Oui. on n'avait pas d'ingénieur. Ok. Voilà. Donc quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'étais heureuse, c'était trop heureuse. Je pense que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie quand même. Et donc, pour revenir quand même en parallèle, quand vous décidez de vous marier, on va dire que là, vous êtes encore également très jeune, vous n'avez pas fini vos études. Est-ce que la famille vous l'accorde aussi facilement? Bon, il faut dire que j'ai toujours été quelqu'un d'assez correct, hein, Oui. sans prétention. Donc Oui. et Dieu m'a fait grâce de trouver également un homme qui avait des principes forts. D'accord. C'est-à-dire que nous avons quand même fait 5 années de relation. D'accord. 5 années de relation, donc quand il vient au Cameroun demander ma main, parce que même la doc s'est faite, je n'étais pas là, ma famille dit, bah, écoutez, si c'est Manuela, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Manuela, tu es d'accord? Je dis, bah écoutez, moi, parce que justement, l'inquiétude c'était que je n'ai pas achevé les études. Ok. Et comme il était déterminé, il savait exactement où est-ce qu'il allait, ce qu'il Si vous voulait. voulez, voilà. Moi j'ai dit, écoute, moi à la base, moi j'ai dit, je termine, et puis après on va se marier. Et puis lui, il voulait pas, comme il était à Paris, il avait peur. Il dit que je quand même à 23 ans. Hein. Oui, c'est très jeune également. Aujourd'hui, j'ai quand même près de 11 ans, presque 11 ans de mariage. Oui. Ouais. Donc quand je dis ça, ils disent non, mais je suis très 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 jeune quand même. Wow, bravo. Merci. Bravo en tout Beaucoup de cas. grâce. C'est lui qui ça a été mon mentor, il m'a accueilli à l'aéroport et puis bon, tout de suite le coup de foudre n'a pas été là, mais après, de fil en aiguille, c'est venu. D'accord. Puis après, voilà. Donc cette année, j'ai eu 2 diplômes. Et donc, qu'est-ce qui vous fait, après votre diplôme et notamment votre enfant, vous êtes loin de la famille, qu'est-ce qui vous fait rester en Tunisie et y travailler encore une année? Bon, il faut dire qu'à la base, au début, rester en Tunisie, c'était pas une option, je devais aller en France. Voilà, oui. Voilà. Et puis on s'est dit, le temps que la procédure avance, il fallait bien que je fasse quelque chose. Voilà. Et puis à la base, je voulais découvrir également, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les call centers. Aujourd'hui, comme Intelsia, oui. Voilà, ça existait. Et j'étais très curieuse de savoir comment ça se passe là-bas. D'accord. Donc j'ai fait la connaissance d'un jeune monsieur là-bas, qui m'a marqué, monsieur Ahmed. Un jeune très très dynamique. Hein. Oui. Je pense que mon côté entrepreneurial vient aussi de cette expérience avec monsieur Ahmed. Voilà. Okay. Lui était jeune et puis son papa était très très riche. Mais lui, il voulait absolument pas vivre de la richesse de son père. De son père. Alors il était informaticien, on était dans la même salle de classe, on a fait le parcours ensemble à Esprit. Et quand il termine, il décide de mettre en place le call center. Alors à l'époque, le call center là-bas avait pour rôle c'était un support utilisateur. À l'époque là-bas, c'était des firmes françaises qui délocalisaient la main-d'œuvre en Tunisie. D'accord. Ça veut dire que quand tu arrives, tu es téléconseiller, tu appelles des personnes, ça sonne en France. Ok. Oui. Bonjour, je suis Madame Nouvanka, je suis téléconseillère à France Télécom. Oui. Vous avez un souci sur votre ligne ou alors on vous offre un pack à 29,90 €. Ça veut dire que le français là-bas sur le territoire, il n'a pas l'impression. Oui, d'être ailleurs en fait. Oui, il pense que le téléconseiller c'est le même territoire que lui. Okay. Alors qu'en fait, le conseiller est en Tunisie. Parce que la main-d'œuvre étant. Il y avait une grosse marge quand même entre les deux. D'accord. Ce qui fait que c'était une bonne expérience. Et moi, en tant qu'informaticien, c'était intéressant parce qu'il fallait mettre en place tout un système de CRM. Okay. Il y avait de l'informatique derrière, il y avait des serveurs. Et c'était très bien. Donc, je l'ai accompagné dans ce projet. Je lui ai dit, ça va pas marcher. Tu peux pas, c'est trop gros comme projet. Et vraiment, dès la première année, il a employé 300 personnes. Wow. Moi, je travaillais pas, en fait. Mais bon, après, il faut dire qu'il y avait des moyens aussi pour mettre en place. Pour mettre en place. Et tout. Donc, il m'a inspiré. Voilà. Il m'a inspiré parce que j'ai vu quelqu'un qui part de zéro et qui monte sa boîte. Une grosse boîte. Une grosse boîte. Et puis, quand je pars de là, il était à peut-être 2-3 succursales dans toute la Tunisie quand même. Super. Si. Okay. Alors, je me suis dit, mais attends, donc on peut faire quelque chose. Beaucoup de choses en peu de temps. Hein. Voilà. Ce qui fait que quand je rentre au Cameroun, mon ambition première, c'est de mettre en place un call center. D'accord. Mais sauf que je n'avais pas réalisé que la difficulté serait plus compliquée. Ici, oui. Là-bas, parce que ici, quand j'arrive, je vais me renseigner à Camtel. On me dit qu'il faut des lignes spécialisées. Je pense que les téléspectateurs informaticiens comprendront. Et ici, une seule ligne spécialisée, c'était près de 2 millions de francs CFA par mois. Wow. Alors, pour faire un call center, il fallait au moins 5 à 6 ans. Il fallait environ 10 à 12 millions de francs CFA. Wow. J'étais déjà hors budget. Okay. Donc, il fallait abandonner le projet tout de suite. Quoi. Je me suis heurtée directement. Donc, lui, il avait des facilités à la Tunisie Télécom, les entrées de son père. Oui. Et donc, c'était tout de suite rapide pour lui. Donc, quand je rentre au Cameroun, je venais pas déjà travailler pour une entreprise. Ok. Je pense que j'ai toujours eu cette âme entrepreneuriale, voilà. Donc quand j'arrive,
Je pense que je suis dans... Je vous coupe pas. Hein, non, allez-y. C'est passionnant de vous écouter parce que c'est toute une histoire, voilà, derrière. Voilà, donc quand je viens, c'était pour faire ça. Et je me heurte déjà. Et j'arrive pas, il y avait pas tout ce qu'il fallait. C'était pas évident. Il fallait pouvoir créer une entreprise. Il fallait beaucoup d'argent. Et je me suis dit, bon, écoute, je mets ce projet d'abord de côté. De côté. Et puis, on verra bien plus tard. Mais j'avais cette âme-là d'entrepreneur. Je pense que je l'ai toujours. Hein. D'accord. Je reviendrai pour vous dire que même mon boss ou mon patron actuel a toujours peur. Hein. D'accord. Non, c'est vrai, parce que avant de revenir au parcours à partir quand je reviens du Cameroun, il faut dire que quand je suis au campus d'Aqua, dans le parcours, vous avez mentionné. Oui, en 2018, oui. Campus d'Aqua. Quand je suis au campus d'Aqua, je me dis, mais pourquoi pas, je mets en place, j'ouvre un magasin de vente d'électronique. Et je suis convaincue que c'est l'une des raisons pour laquelle il m'a ramenée à l'Anglessie. Il m'appelle dans son bureau et puis il me dit, Manuela, il faut que tu t'asseyes, il faut que tu t'asseyes pour travailler. Ok, le niveau était assez élevé. Bon, disons qu'en tant qu'entrepreneur lui-même, il peut sentir ça chez des gens. D'accord. Il peut voir cette graine-là chez des gens qui ont toujours envie d'essayer quelque chose qui ne reste pas, qui ne se limite pas à un cadre. D'accord. Voilà. Ok. Bon, revenons un peu. Voilà, votre réinsertion à votre retour au Cameroun, hormis l'expérience de la création de votre entreprise qui n'a pas marché, est-ce que ça s'est fait tout naturellement comme quelqu'un qui n'était jamais parti ou bien? Oh, disons que j'ai eu des mentors aussi. Hein. Quand je suis rentrée, j'ai eu des mentors qui m'ont tenu la main. Ça n'a pas été évident dès le début parce que j'ai essayé. Au début, quand on arrive, on a les rêves plein les yeux. On s'est dit, écoute, je suis ingénieur en informatique. Si je vais à Orange Cameroun, c'est 2 millions de salaire qu'on va me proposer. Je viens postuler un tiers. Oui. On va pas de frontières. Mais tout de suite, on se rend compte que c'est pas ça. Il y a la réalité du terrain, il y a des réalités de l'environnement dans lequel on évolue. C'est pas toujours ça. Disons qu'au début, quand j'arrive, je postule. Naturellement, je cible des grosses boîtes. Je cible des grosses boîtes, comme j'ai dit, Orange Cameroun, MTN, Brasserie du Cameroun. Bref, toutes Perenco, les grosses. Oui, vraiment des grosses succursales. Parce que je me dis, avec mon profil, c'est clair que je ne peux pas avoir moins de 900 millions de francs CFA de moi. Bravo. Parce que je me suis dit, honnêtement, quand je rentrais, quand j'étais dans l'avion, je me disais, non, mais c'est un profil vraiment recherché. Oui. Voilà. Ah ouais, c'était pas du tout ça. Disons, pas du tout ça, parce que bon, les Camerounais formés au Cameroun n'étaient pas forcément mauvais, quoi. Et puis, il y avait d'autres personnes qui venaient également de la France, des États-Unis. Bref, le marché de l'emploi, c'est pas du tout ça. D'accord. Dans nos jeunes diplômés, tout de suite, ils estiment, bon, après, il y a la réalité. Hein. Ok. Donc, par la suite, j'ai quand même fait 2 ou 3 mois de chômage. Hein. Ok. Pour le dire, ça n'a pas été tout rose. Ça n'a pas été tout rose quand j'arrive. Bon, le temps de postuler et tout, je suis quand même restée au chômage. Et puis après, j'ai postulé à l'entreprise Soplascam, j'ai dit. J'ai été tout de suite recrutée comme responsable d'informatique là-bas. Il y avait un parc informatique d'environ 50 machines, 50 ordinateurs que je devais gérer et administrer. Il fallait mettre en place tout le parc, les serveurs, voilà. Et comme le thème de mon mémoire en 5e année, c'était la mise en place d'un système Radius, c'est Remote Authentication in-user. En fait, c'était pour pouvoir contrôler les machines à distance. Donc quand j'arrive, j'étais encore dans l'âme vraiment de l'académie. Oui, voilà. Je vais tout de suite implémenter tout ce que j'ai fait là-bas. Et bon, ça a été mon expérience parce que c'est une entreprise qui n'avait pas un système informatique vraiment fourni. Oui. Et donc j'ai dû quand même me déployer. J'ai pu me déployer et puis essayer quand même de faire des choses bien. D'accord. Bon, après ça, je me dis, j'avais beaucoup de temps libre, je me dis, je vais enseigner. Ok. Ça, c'est une partie que j'aime bien quand même parce que j'aime raconter ça à mes jeunes. Oui, vos étudiants notamment, tous ceux qui vous... C'est-à-dire quand j'arrive à l'Institut universitaire de la Côte, je postule en tant que vacataire. Ok. Alors quand je postule en tant que vacataire, j'ai quelques heures de cours. Je me rappelle à l'époque, Madame Dika était adjointe au directeur, c'était M. Maramtue qui était le directeur de l'époque. Et quand j'arrive, je suis tellement zélée. Et on me donne quelques heures de cours en 3e et 4e année. Oui. J'avais aussi des cours en 2e année et j'avais un cours en réseau et télécom, en réseau informatique. Alors ce qui se passe, c'est que j'avais mes études, j'avais encore tous les ailes. Vraiment, j'avais tous les ailes d'étudiante et tout. Et quand j'arrive, je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, on va prendre en main les ordinateurs à distance, ça va télécommander. D'accord. On fait des choses, les yeux brillés. Vraiment, oui. Et donc après ça, le directeur, M. Maramtue m'appelle, me dit,
il y a une présentation des journées devant le staff de IUC. On voudrait présenter des petits projets, montrer les savoir-faire des étudiants. Et comme vos étudiants nous ont dit que vous faites des petites manipulations en classe, il serait bien que vous puissiez faire une démonstration. Et donc moi j'arrive à la mezzanine, je ne connaissais pas le président fondateur, je ne connaissais personne en fait. Oui. Moi je venais faire mes cours et je repartais. Et puis c'était tout ce qui m'intéressait. Et donc quand j'arrive dans la salle, vraiment c'était comme s'il n'y avait pas de gens. Je disais à mes étudiants, je les déployais, je disais bon il faut appuyer ça. On a fait une démonstration tout de suite dans la salle là. On a pu prendre un ordinateur à distance, bref, des petites choses qui étaient quand même waouh. Surprenant. Oui, c'était très bien. Jusqu'aujourd'hui, j'aime bien aller refaire en classe quand même. D'accord. Donc, quand on le fait, après moi j'ai terminé. Ma mission c'était vraiment de faire quelque chose et de présenter. Et je m'en vais, je repars. 2 jours après, on m'appelle, on me dit le président fondateur vous voit. Incroyable. Et quand j'arrive, il dit oui, je vous ai vu hier, est-ce que vous voulez être permanente ici? Je lui dis monsieur, je comprends pas. Il dit oui, est-ce que vous voulez travailler de manière permanente? Oui. Parce que là, vous avez quelques heures de cours. C'était la première fois que je rencontre M. Guimézapol. Ok. Ça veut dire que notre premier accroche, c'était pendant cette démonstration-là. Comme quoi dans la vie, il faut toujours bien faire ce qu'on a à faire. Parce qu'on ne sait jamais qui nous regarde. Oui. On ne sait jamais, voilà. Et une fois que je suis recrutée permanente, écoutez, je pense que je suis quand même l'une des rares personnes à IUC qui a une promotion chaque année. Hein. En effet, on a pu le constater. Oui, j'ai eu une grâce incroyable, mais c'était important de marquer ici le fait que j'ai pas négocié pour entrer à IUC. Oui. Ça a été vraiment l'expression de quelque chose de naturel. J'ai bien fait ce que j'avais à faire pendant 30 minutes et ça a été remarqué par qui de droit. Et tout de suite, donc moi j'interpelle les téléspectateurs vraiment à donner du cœur, à avoir du cœur à l'ouvrage. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, vous êtes recruté à l'Institut universitaire de la Côte où vous effectuez votre travail avec, je peux dire, brio, voilà, tel que vous nous l'expliquez, avec beaucoup de passion aussi. Maintenant, pourquoi à un moment ne pas se dire, ok, j'ai ma petite vie cousue, ça va pour le mieux. D'où revient ce rebondissement? Il faut à tout prix que je sois entrepreneur. Oh, écoutez, il faut dire que quand je commence à l'Institut universitaire de la Côte, j'étais très émerveillée parce qu'à chaque fois que j'allais dans une classe, je sentais que je donnais du bonheur aux étudiants. Ça me poussait à m'améliorer également. On va revenir sur l'Académie de cybersécurité et vous verrez que c'est mes étudiants même qui m'ont poussé à aller vers là. C'est-à-dire que j'ai découvert une passion qui était l'enseignement, transmettre. C'était un échange c'était plus un échange, une communion entre mes étudiants et moi. Sauf qu'après, quand j'entre dans l'administration, responsable de ça, sur le département de ci, responsable campus d'Aqua, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. C'est un peu comme si j'ai atteint, ma soif a été complètement assouvie du côté enseignement. Sans prétention, hein, je ne dis pas que je suis la meilleure enseignante du monde. Non, forcément. Je veux dire que je faisais des efforts quand même pour satisfaire mes étudiants. D'accord. Mais au fond de moi, il y avait toujours une soif de quelque chose d'autre. Naturellement, l'entrepreneuriat. Alors, il faut dire que même étant en Tunisie, je fais déjà venir les iPhones de la France. Hein. Oui. Ça a commencé depuis cette histoire d'iPhone. D'accord. Et donc, moi, c'était davantage, l'entrepreneuriat, c'était davantage le fait de ne pas dépendre. Parce que pour moi, et ça n'a pas changé, c'est une perception que j'ai aujourd'hui. Et je n'ai pas froid aux yeux de le dire. Pour moi, être salarié, c'est être malheureux. D'accord. Je m'explique. Être salarié, c'est être malheureux parce que on est circonscrit à un montant sur 30 jours. Voilà. Ça veut dire qu'au bout des 30 jours, on vous donne un montant et vous vivez tous les temps. En fait, vous dépendez d'un montant fixe. Et ça fait qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à ça. Parce que lorsque vous avez un montant, un salaire, vous avez un enfant, c'est le même salaire. Vous avez deux enfants. Alors, c'est le même enfant. On est le même salaire. Dès que les charges en montent. Mais le salaire reste le même. Voilà, ça veut dire que, étant donné qu'il y a plusieurs sources de dépenses, il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Dans la mesure également que j'ai mis du temps avant de comprendre ça, hein, il faut des actifs. Alors, ça veut dire que beaucoup d'entre nous, vraiment 80%, 75% de la population vivent en fait des passifs. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses qui nous poussent à dépenser, mais très peu qui nous rapportent de l'argent. On dépense plus qu'on en produit. On en produit en effet. Et ça fait que beaucoup de personnes
la société nous a moulés de cette façon. Ça veut dire on va à l'école. Oui. Lorsqu'on va à l'école, on a des diplômes, on est employé. Ensuite, on prend des crédits. Oui. On achète une voiture, on prend des crédits, on construit une maison. Et après, quand on va à la retraite, on passe le temps à rembourser les crédits. Alors moi, je me suis dit, je veux pas. Moi, je veux sortir de ces chantiers battus. Ok. Et j'aimerais beaucoup pouvoir avoir plusieurs sources de revenus parce que de toute façon, j'ai plusieurs sources de dépenses. Il faut dire aussi que côté familial, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Hein, D'accord. parce que j'ai des frères aînés et puis après, je suis successeur de mon père. Hein. Oh, bravo, pour une femme, c'est également très rare. Donc ça fait que, ayant beaucoup de contraintes financières, ça pousse à réfléchir. Et puis je me suis dit, bon, être entreprendre, c'est bien parce que ça fait entrer de l'argent, mais également ça permet d'avoir l'esprit ouvert à autre chose. D'accord. Voilà, avoir l'esprit ouvert à autre chose parce que moi j'ai toujours voulu diriger. C'est vrai que je suis directrice, j'ai des responsabilités. Vous avez un personnel à votre service. Ouais. Voilà. Donc, non, des collaborateurs. Non, des collaborateurs, ok, si c'est le terme que vous employez. Et bon, je me suis dit, entreprendre, c'est bien dans la mesure où je peux gérer un budget. D'accord. Je peux pouvoir planifier, je peux... Et puis, il faut dire que le chemin d'un entrepreneur est difficile. Hein. Oui, Oui, c'est notamment... parce qu'après, vous avez des charges. Des loyers, des employés à payer, qui vous regardent et qui attendent de vous de pouvoir... Ils dépendent de vous. Ça, oui. Voilà. Donc vous n'avez pas à vous tromper. Vous devez rester éveillé en fait. Voilà. Donc je pense que l'âme d'entrepreneuriat, je l'ai toujours eu. Mais j'ai envie de dire aux jeunes... Et puis il faut dire, sans oublier, le fait que j'ai pas voulu avoir une vie... matin, boulot, dodo. Oui, voilà. Carré. Oui, c'est aussi ça. Hein. Ouais. Au-delà des besoins financiers, c'est aussi ça, ne pas toujours faire la même chose. La routine. Exactement. Okay. Ça a toujours été un problème pour moi parce que je me suis dit, je vais m'ennuyer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de rencontrer des gens. C'est que j'ai même fait le journalisme aussi. Hein. Vous vous en serez bien sorti, pourquoi n'avoir pas poursuivi? Ah oui, je suis allée une fois à Balafon avec un intégré pour communiquer pour IUC, pour 3DAC. Oui. Et après, c'est monsieur Bojico, il me dit, mais vous communiquez très bien, madame. Je dis, mais oui. Ça fait en fait qu'il faut dire que je suis allée à tâter le monde dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, oui, ok. Je me suis dit, écoute, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci. Donc voilà. Et donc on en revient à vos entreprises, puisque vous avez touché un peu de tout, voilà. Pourquoi toujours rester dans l'informatique? Pourquoi Daniel Enterprise Cyber et Daniel aussi Enterprise? Voilà, pourquoi dans l'informatique uniquement? Oh, la passion. Déjà, l'informatique, le Daniel Enterprise, les appareils, c'est le commerce, c'est la rencontre des gens. Pour moi, c'est un plaisir de discuter avec quelqu'un. Il m'écrit, il me dit, madame, je voudrais un iPhone 12. Quelle est la différence entre un iPhone 12 et un iPhone 10 ou bien un iPhone 12 et un iPhone 11? Moi, je suis contente de lui dire, écoutez, l'appareil photo à 12 mégapixels, oui, l'interaction et tout. L'interaction avec les clients. Après, c'est pourquoi un MacBook 12, c'est quoi la différence avec l'écran Retina? Moi, ça me passionnait à la base. D'accord. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas ouvrir un magasin? Pourquoi ne pas créer une page sur Facebook pour la sponsoriser, Instagram, les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas étendre? D'accord. Donc, c'était d'abord, au début, mais à la base, c'est d'abord la passion. Parce que pour l'entrepreneuriat, on se lance dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est trouver un besoin, identifier un besoin et puis trouver la solution à ce besoin-là. Quand on arrive à ça, on peut facilement créer des choses. Donc à la base, c'était une suite logique, quoi. J'aime les appareils. Moi, je peux facilement dépenser 1 million à acheter un téléphone et dépenser 10 000 francs à acheter une montre ou une chaussure. Moi, comme on dit, chacun a sa chose, quoi. Chacun a les choses qu'il aime. Bon, moi, c'est les appareils. J'aime les appareils. On le comprend pour la première entreprise. On le comprend pour la première entreprise en 2017. Ok, c'est bon. Maintenant, la deuxième en 2019, toujours dans le même domaine. On pourrait se demander si vous n'en avez pas fait votre principe. C'est la même chose. Daniel Cyber Security Academy vient du fait que il faut dire déjà que quand je fais mes études d'ingénieur, la cybersécurité n'existait pas. D'accord. C'était un domaine totalement, à l'époque, c'était beaucoup plus l'informatique basique, la VEIP, prise en main à distance, supervision des réseaux. Et puis après, il y a une nouvelle tendance qui commence à naître, qui est la cybersécurité, la cybercriminalité sur les réseaux sociaux. Et il s'est créé même des métiers. Il faut dire aujourd'hui qu'en France ou au Canada,
quelqu'un qui exerce dans la cybersécurité, il a quand même environ 50 millions par année. Hein. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet notamment, les cybercrimes ont augmenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir entrer chez quelqu'un en étant... pouvoir pirater les données personnelles des gens. D'accord. Ça n'existait pas. Et après, ça a tellement pris de l'ampleur. Et ça a été introduit dans les programmes académiques. J'ai commencé à enseigner la cybersécurité. D'accord. Et mes étudiants m'ont poussé, n'ayant pas déjà suivi ces enseignements à l'école, j'ai dû chercher, j'ai dû me renseigner, j'ai dû me documenter dans le domaine de la cybersécurité, en autodidacte. J'ai dû apprendre des nouveaux concepts et savoir comment ça se passe. Et j'ai beaucoup aimé. D'accord. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi ne pas poursuivre dans le pentest, pouvoir offrir aux entreprises la possibilité de pouvoir faire un test de la fiabilité des systèmes, de la sécurité de leur entreprise d'un point de vue informatique. D'accord. Et donc, ce sont mes étudiants qui me poussent à pouvoir me certifier même dans le domaine de la cybersécurité avec des CEH. Et par la suite, je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Et là, je rencontre un monsieur très passionné de la cybersécurité qui est à l'université de Caen. Et on s'est dit, bon, on va faire le tour du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence les conférences. On sort des affiches. Conférences en cybersécurité, j'ai commencé d'ailleurs la première à la PDMD. Et à la première tentative, j'étais la seule femme. Dans une salle de près de 50 hommes. Et la première fois, ça a été un coup de maître. Puisque c'était très très content. On a fait des photos, ils ont aimé, ils ont appris. Comment est-ce qu'on peut pouvoir entrer sur Kali Linux. Ça a été une belle aventure. Vous voyez que dans mon parcours, j'ai toujours envie d'apprendre. J'ai toujours envie d'innover, d'essayer de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas fini de créer les entreprises. Ah, voilà. Donc, on vous attend encore avec de nouvelles structures. Ce qui m'impressionne, voilà, chez vous, c'est que vous êtes dans un monde où on ne voit que des hommes pour la plupart. Et vous êtes une femme également très douce, on peut l'entendre au timbre de votre voix et tout. Mais vous ne vous êtes pas laissé influencer. On voudrait également savoir d'où est sorti cet engouement. C'est naturel, hein, je ne sais pas, parce que même dans la direction que je gère actuellement, je pense que je suis la seule femme. Et c'est pas évident parce que j'ai des hommes qui sont beaucoup plus âgés que moi. Et je sais pas. Le charisme, c'est naturel, je saurais le savoir. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes épouse, mère, PDG, employée également. Exactement. Tout cela dans une journée de 24 heures. Dites-nous quel est votre chiffre, comment ça s'organise tout ça? Oula, beaucoup de casquettes. C'est vrai que être maman, être chef d'entreprise, employé, c'est beaucoup de choses. D'accord. Mais il faut dire que moi, je m'organise à la veille. D'accord. Généralement, j'essaie de tout planifier. J'essaie de pas, comme je l'ai dit à mes collaborateurs, l'anticipation, c'est la clé. Ok. C'est la clé. Ça veut dire que je sais par avance que je dois, par exemple, établir le menu des repas pour la maison. D'accord. Je dois gérer, par exemple, le chauffeur de Kylian, pouvoir gérer la salle de sport de William. Je m'organise. D'accord. Et puis, de manière à ce que lorsque j'arrive au bureau, ma priorité, c'est vraiment ce que j'ai à faire au bureau. Je veux dire que même lorsque j'arrive dans mes emplois de temps de directrice, je sais par exemple que mes journées d'enseignement, par exemple, le mercredi et le vendredi. Et le jeudi, je fais que l'administration, par exemple, lundi, réunion de direction. Bref, j'essaie de tout organiser dans mon esprit. Planifier avant. Et puis, en ce qui concerne mes magasins et mes entreprises, j'essaie de les gérer les week-ends, voilà, après 17h. D'accord. Pour beaucoup de personnes, la journée, c'est 8h à 17h, mais chez Manuel, 24 et 8h à 22h minimum. Waouh. Moi, j'ai un cerveau qui est un peu perpétuel en train de réfléchir. Ça veut dire que je peux être en réunion, mais je suis en train de réfléchir à X, Y choses. Mais il a été démontré quand même que les femmes ont la possibilité de gérer plusieurs choses. Hein. Tout à fait. Bah oui, ça veut dire que je suis en réunion, je suis dans mon téléphone. Pas le commun des femmes non plus. Parce que être femme et être employée quelque part, il faut le faire. Hein. On est bien d'accord sur le fait qu'être femme et être employée, ça se gère. Être femme, employée, PDG, épouse, mère, voilà, ça fait beaucoup. Et vous êtes en train de nous le dire, on vous attend encore avec de nouvelles structures. Donc, au final... Je vous fais une confidence. Pendant le confinement, par exemple, je vous ai dit, je suis toujours en train en réflexion, de chercher, de réfléchir. Et puis, j'essaie de pouvoir m'arrimer aux
nouvelles tendances de notre époque. D'accord. Ça veut dire que par exemple, pendant le confinement, c'était une bonne période parce que on avait du temps. C'est vrai qu'il y a les enseignements à distance en ligne, on avait du temps quand même pour faire autre chose. Et j'ai profité pour me former en trading. Trading des crypto-monnaies. Parce qu'après, les finances, aujourd'hui, vont vers la crypto-monnaie. Oui. Donc aujourd'hui, j'essaie d'y aller. J'ai un cerveau segmenté en beaucoup de choses quand même. Et un QI très élevé, si on peut le dire, pour toutes ces formations. Et notamment. Il faut le dire. Voilà. Mais pour dire qu'en tant que maman, je pense que mon rôle de maman ne souffre pas de beaucoup de choses. C'est vrai qu'avant, quand même, il faut dire que j'ai des difficultés parce que, étant enseignante, j'avais des enseignements en soirée. Ça veut dire que j'allais au campus d'Aqua, je faisais des cours en licence et master. Et c'était quand même très pénible parce que quand je rentrais à 22h, j'ai raté la journée des enfants. Carrément. La soirée également, tu n'as pas le temps de suivre les cahiers, de savoir ce qui se passe. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas très bien. Donc j'ai essayé de mettre une pause quand même pour dire que c'est pas parfait, c'est qu'on se rattrape, on corrige, on ajuste et puis on trouve le juste milieu. D'accord. C'est ça, mais je pense que ça souffre. J'essaye d'être assez présente dans tous les endroits et de ne pas me laisser voilà, absorber par le rôle de maman ou par le rôle de directrice. Chaque casquette a son rôle et a son temps. Voilà. J'essaye quand même de pouvoir concilier tout ça en même temps. Mais il faut dire que mon cerveau quand même il travaille tout le temps. Ok. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez accompli jusqu'aujourd'hui? Oh là là, je pense que je suis heureuse. Voilà. Heureuse dans la mesure où Monsieur Nguimezap aime à dire qu'on ne juge que par comparaison. D'accord. Et quand j'essaie de regarder des jeunes de mon âge, même ceux qui ont été dans le même parcours que moi, j'essaie de me dire, Manuela, tu as fait du chemin quand même. Ouais. Je pense que si j'avais à quitter cette terre maintenant, je serais quand même satisfaite du fait d'avoir réalisé de grandes choses à bien des niveaux, parce que je pense que j'ai pu impacter des gens, j'ai pu impacter la vie des gens positivement de par mon intellect, de par mon savoir-faire, de par mon savoir-être. Voilà. J'ai pu laisser quand même beaucoup de traces. Voilà, beaucoup de traces, voilà. Marquer un individu. Je pense que s'il fallait faire le programme de mes obsèques tout de suite, on aurait beaucoup à dire. Hein. On pourrait également dire que vous êtes quelqu'un qui a réussi. Ah, je sais pas, je peux pas le dire, hein. C'est les autres qui pourraient le dire. Je pense que j'ai pas raté ma vie non plus. Je pense que oui, on peut dire que j'ai réussi. D'accord. Et donc aujourd'hui, quel est votre plus gros challenge? Ah, mon challenge, c'est toujours d'innover. Toujours. Innover. Ça veut dire que j'aime toujours à me poser la question de dire qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. C'est dans cette optique qu'au niveau de la direction 3DAC, par exemple, je suis avec mes collaborateurs en train de mettre en place un projet des cours en ligne. D'accord. Parce qu'avec le confinement, avec la présence du Covid-19, on a vite compris que les cours en ligne occupent une place de choix. Et avec la place qu'occupe l'Université de l'Afrique de l'Union, on s'est dit, une grande université comme la nôtre, c'est pas normal qu'on n'ait pas des formations en ligne. En effet. On n'a que des formations en présentiel. Et donc aujourd'hui, le challenge pour moi et pour les autres, c'est de pouvoir mettre en place des formations en ligne. C'est-à-dire quelqu'un, il est chef d'entreprise, n'a pas le temps de venir en présentiel sur le campus. Il peut, dans ses heures libres, c'est-à-dire on fait un planning qui ne l'oblige pas à se déplacer sur le campus et de pouvoir suivre ses enseignements à partir du confort de sa maison. Par exemple, ça c'est un challenge. Et donc pour moi, ça c'est une chose, en tout cas c'est côté directrice. Hein. Maintenant, côté chef d'entreprise, c'est vraiment d'étendre. J'aimerais étendre, j'aimerais pouvoir avoir 3-4 magasins dans la ville de Douala déjà. Et puis peut-être étendre aussi à Yaoundé parce qu'il y a une forte demande là-bas. Ça, ce sont vos projets à venir. Ça, c'est les projets à venir. D'accord. Et puis pouvoir mettre en place également une académie de trading, de crypto-monnaie. Parce que comme j'ai dit, la crypto-monnaie, c'est l'avenir des finances aujourd'hui. Et j'essaie aujourd'hui de m'entourer des personnes qui côtoient ce modèle-là davantage. Par exemple, Monsieur Émile Parfait-Sim, qui est un jeune qui a beaucoup réussi là-dedans. Donc j'essaie de toujours ne pas me limiter parce que pour moi, c'est un ennui total que de faire la même chose. Pour moi, j'essaie de me dire qu'est-ce que j'ai fait en 2020 que je n'ai pas fait en 2019. J'essaie de pouvoir me dépasser, essayer de passer à autre chose, de pouvoir avancer parce que au 31 décembre, il faut bien faire le bilan. J'ai dit, ok, j'ai été directrice, j'ai suivi les enseignements, mais bon, c'est ce que je faisais en 2019, mais qu'est-ce qui a changé? Ah ouais. J'ai innové en quoi? J'ai changé en quoi? J'ai progressé en quoi? Toujours le désir d'essayer de passer, d'avancer, de faire quelque part, de quitter du point d'un point A pour un point B ou un point C. Donc voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez dit, vous avez impacté la vie de nombreux de jeunes, vos collaborateurs, vos cadets. Et donc, vous avez également en face de vous des jeunes qui sont incertains quant à leur choix de formation, quant à leur avenir, quant au choix, à faire la distinction entre le désir des parents et le leur. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous dites?
Il faut dire que force est de constater que bon nombre de jeunes aujourd'hui, ils ne réussissent pas dans leur parcours académique parce qu'ils sont mal orientés. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont à l'échec scolaire parce que dès la base, ils ont choisi une mauvaise option et ils ne font pas ils sont dans les options, ils sont dans les filières pour faire plaisir à leurs parents, à leur famille. À cela, je dirais qu'il n'est jamais tard. D'accord. Il n'est jamais tard. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Ok. Une illustration, c'est de dire, par exemple, un enfant qui fait son bac, qui fait ses études normalement, il arrive à l'université à 18 ans, mais ou à 16 ans, et parce qu'il est trop jeune, il se retrouve à être dérouté. Donc pour moi, c'est pas une course absolue à la vie. Avoir son bac à 16 ans ou avoir son bac à 19 ou 20 ans, pour moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est de pouvoir bien faire les choses. Ce n'est jamais tard pour bien faire. Et moi, j'arrive à le dire parce que je me remets toujours en question. Parce que peut-être que le parcours, il peut être perçu comme brillant, mais je me dis, j'ai encore des choses à faire. Donc si je peux me dire ça, je me dis, un jeune, c'est pas parce qu'il échoue, c'est pas parce qu'il a raté sa filière, il peut recommencer en première année et pouvoir se rattraper. C'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que même, j'aime aller dire à mes enfants que même, ne pensez pas que je vous envoie à l'école parce que demain vous aurez à me donner de l'argent, je serai toujours riche. D'accord. Pour dire qu'il n'est jamais tard pour recommencer, pour s'améliorer, pour bien faire. C'est pas une course par rapport à XY. La preuve, c'est que ceux qui étaient premiers de la classe ne sont pas forcément ministres aujourd'hui. La vie a ses réalités. Chacun a son étoile, chacun a ses chances, chacun a ses opportunités, si on peut le dire ainsi. Et donc, on peut vraiment rater hier et réussir demain. Pour moi, c'est ce que je crois. Donc, pour dire également que Madame Noubanka n'a pas toujours que des réussites, il y a eu des échecs, mais comme je dis aussi, la plus grande gloire, c'est de pouvoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Et surtout autant de fois que cela arrive. D'accord. Voilà. Et donc, pour ceux qui vont se dire, en fait, moi, je veux devenir comme Madame Noubanka, c'est-à-dire directrice et PDG. Qu'est-ce que je fais? Il faut avoir un mental de gagnant. Moi, je vous dis toujours, moi, je n'échoue jamais en fait. Ça veut dire, dans mon esprit, je n'échoue pas. Soit je réussis, soit j'apprends. D'accord. Ça veut dire que soit j'apprends de mes échecs, soit je réussis, soit j'apprends. La preuve, c'est qu'il y a eu des années où j'ai été en déficit financier dans mes entreprises, dans mes magasins, mais à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être un fournisseur qui n'a pas été correct, peut-être j'ai envoyé de l'argent en Chine, il m'a envoyé un matériel qui n'était pas très bon. Mais je me dis, bon, ok, la prochaine fois, je vais d'abord prendre une pièce, je teste, et si c'est bon, j'envoie de l'argent pour plus. Donc, pour dire que à chaque fois, on n'échoue pas. Un leader, un mentor, un gagnant n'échoue pas. Je réussis ou j'apprends. Il faut bannir le mot échec, en fait, de son vocabulaire. Si je tombe, je me relève. Ça ne va pas être un parcours, tout le temps positif, mais on se dit, ok, toujours avoir l'esprit positif, toujours penser à des choses positives. Je dis, ok, moi je me dis, si j'arrête l'année 2020 s'est arrêtée aujourd'hui au 30 octobre, au 31 octobre, je me dirais, bon, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et si je me rends compte que les choses qui étaient bien étaient supérieures, écoute, l'année était bien. Je ne m'arrête pas en fait, je ne regarde pas le vin à moitié vide, je le vois à moitié plein en fait. J'essaie, mais ça a été un travail, ça a été beaucoup de lecture aussi. J'ai lu beaucoup de livres, la force de la pensée positive, comment devenir crypto-millionnaire. C'est beaucoup de livres comme ça que j'ai lus qui entretiennent le mindset. Pas un mindset de gagnant pour pouvoir gagner en fait. La vie n'est pas évidente, c'est difficile. Qui sait, dans quelques années, on pourrait vous voir dans un magasin en tant que l'une des femmes les plus influentes du Cameroun, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voulu faire dans la politique. Waouh. Oui, mais quand je pense à mes proches, je me dis non. Non, parce qu'après une vie politique, ça t'expose. D'accord. Ça expose ta famille. Mais je pense que j'ai suffisamment de talent pour pouvoir briller dans ce domaine également. Bravo. En fait, je ne me mets pas de limite dans tout ce que je fais. Je pense que si je suis à l'université de la Côte, c'est parce que je veux rester là. J'ai des choses encore à apprendre. J'ai des choses à apprendre aussi parce qu'il faut dire que le fait que M. Guimezab m'ait fait confiance à différents postes de responsabilité a réussi à bâtir un mindset de gagnant quand même. Parce que si tu restes stagné à un poste pendant 5 ans, même si tu réfléchis, même si tu lis 150 livres, tu ne peux pas. Tu peux pas, oui. Oui, il m'a fait confiance chaque année, responsable. Si, en plus à quoi, j'avais quand même près de 3000 étudiants. Bravo. Je gérais. J'avais une équipe remplie d'hommes. Donc tout ça, c'est différents niveaux de responsabilité. On réussit à bâtir quand même un mental de gagnant, tu crois. Et au niveau, je pense, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas. Sauf force de la nature, pouvoir descendre encore plus bas que ça, je crois pas. Je me vois aller de gloire en gloire, de réussite en réussite, parce que je suis dans mon mental en fait. Mais comme je dis, il y a toujours, ça arrive de se perdre, ça arrive de pas réussir, ça arrive de perdre dans une affaire.
d'acheter un matériel de 2 millions et de perdre tout. Ça arrive, oui. Mais ça arrive aussi de dire, ok, je pensais faire un bénéfice de 2 millions de francs, j'ai fait 4 millions. Et là, dans mon esprit, tout de suite, je me dis, bon, on gagne, on perd, on équilibre et puis on avance, quoi. Je ne mets pas de limite, c'est comme ça, voilà. C'est ça. Avec tout ça, donc, que pouvons-nous vous souhaiter encore de meilleur? Ah, merci, ça a été un privilège pour moi d'être invitée à votre émission. J'encouragerais, pour finir, si vous me le permettez. Allez-y, c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci, j'encouragerais les jeunes qui nous suivent à pouvoir sortir des sentiers battus et se dire, et oublier le fait que lorsqu'ils auront un diplôme bac plus 1 ou doctorat, qu'ils pourront tout de suite être majors dans les entreprises, tout de suite avoir 3 millions, 5 millions de francs CFA en tant que salaire. La réalité de l'emploi est telle qu'il y a la compétitivité, il y a les compétences diverses, il y a des jeunes qui viennent un peu de partout, il y a la réalité. Et puis les employeurs ne vont pas forcément, il va falloir faire vos preuves. Donc moi j'invite beaucoup de personnes à aller vers l'entrepreneuriat. Mais après, pas n'importe quel entrepreneuriat, peut-être un entrepreneuriat groupé. Si vous êtes dans une classe d'informatique, vous pouvez vous associer les compétences pour créer une start-up, commencer tout doucement et pouvoir bâtir quelque chose, mais toujours avoir un plan ABCD, c'est très important. Ok. Voilà. Alors Manuela Noubanka, vous étiez l'invitée du jour. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de leadership et notamment de Maïsé. C'est moi. Que puis-je vous dire, si ce n'est de continuer tel que vous avez commencé, de briller encore plus. Et notamment, je sais que, à vous entendre, on se reverra dans quelques années pour une autre interview. Avec plaisir. Hein? Vous aurez certainement grossi en termes de challenge et de professionnalisme. Merci encore une fois, Manuela, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci Flore, merci à toute l'équipe technique. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour de nouvelles... et puis, j'apprends aussi beaucoup de vous. Voilà, donc merci. Et puis, excellente fin de journée à vous. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles au programme. Vous avez eu un invité aujourd'hui, Manuela Noubanka, une femme assez exceptionnelle qui vous a présenté tout son parcours et même ses difficultés. C'est un exemple que vous pouvez prendre dans votre quotidien. C'est un leader également sur lequel vous pouvez vous aspirer à faire votre vocation professionnelle. Toujours en est-il que nous vous remercions d'avoir été présents et donc nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau programme de leadership. D'ici à là, bye bye.